wasila e badamo jakola e waliande faye modi. Alors, par rapport au centre, ici vous êtes au centre de recherche et de documentation du Sénégal, qui fut l'IFAN. Mais à partir de 1943, avec la mise en œuvre de l'institution qui portait le nom d'IFAN, il y a eu un assez grand nombre de changements au fil des années. Notamment, en 2007, on a assisté au rattachement de l'institution à l'université. Donc actuellement, l'institution est une institution universitaire, rattachée à l'université. Gaston Berger de Saint-Louis, oui, effectivement. Parce qu'il y a des gens peut-être qui ne le savent pas. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc nous avons 3 divisions. Raison pour laquelle beaucoup d'étudiants et de chercheurs viennent pour trouver la documentation dont ils ont besoin, mais également pour un accompagnement par rapport à leur projet. On a 3 départements. Ici, vous avez la bibliothèque, dans laquelle il y a les archives, notamment beaucoup de documentation de l'époque et de la période coloniale. Il y a également la photothèque de l'autre côté, qui nous permet également de mieux illustrer cette période avec des images sous format négatif, diapositive, également des positives, qui datent, dont l'image la plus ancienne date de 1843. Donc un peu pour dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent un peu d'appréhender l'histoire du Sénégal et de l'Afrique occidentale de manière générale à travers l'Institut. Il y a également une présentation sous forme de centre d'interprétation que nous allons voir tout à l'heure et qui nous donnera une idée sur l'évolution de Saint-Louis et les interactions qui ont eu lieu notamment avec les puissances occidentales et comment Saint-Louis a émergé, comment Saint-Louis est né et quelles sont les évolutions qui ont façonné l'image actuelle de Saint-Louis. Donc allons-y. Alors tout d'abord ici, on a une représentation des premières sociétés traditionnelles qui travaillaient sur les métaux avec une représentation d'un petit village qui se trouvait à Danawel, à Dagana. Donc il s'agit d'une ancienne exposition qui n'est plus exposée, mais que l'on a décidé de laisser ici pour que la partie en miniature puisse servir un peu d'exemple ou de reflet pour cette exposition. Donc ici, vous avez la représentation d'un village traditionnel Peul à Danawel, avec des cases, mais ici vous avez les fourreaux que vous pouvez apercevoir derrière vous là-bas. Donc ça permettait de forger les métaux pour que le maniement puisse être assez aisé pour cette communauté et cette communauté. Alors là-bas tout derrière, vous avez les résidus. Suite à l'extraction des métaux, il y a des éléments qui en résultent et qui sont jetés. C'est les déchets, on peut dire que c'est les déchets. Donc les métaux sont extraits à partir de cette roche. Donc suite à l'extraction, oui, du métal de la roche, le reste est jeté sous forme de déchets. Comme par exemple dans le cadre moderne, vous avez les déchets radioactifs par exemple. Voilà, qui sont issus du processus de transformation de l'énergie, qui sont d'ailleurs nocifs contrairement à ça. L'extraction donc se faisait à partir de ces roches et permettait donc à cette population d'avoir une certaine mainmise, parce que la société traditionnelle était organisée en castes. Il y avait différentes castes dans la société traditionnelle. Il y avait par exemple les guéwels, qui étaient les professionnels de la parole. Il y avait les guerriers, mais également il y avait les rois et les nobles. Voilà. Donc chacun s'adonnait à des métiers. Et il y avait également les thugs, on les appelle en nom vernaculaire les thugs. C'est les forgerons et tout ce qui pratique l'art relatif au maniement des métaux. Voilà. Donc c'était assez organisé et la transmission de ces connaissances se faisait de père en fils et de génération en génération. Donc quand on était dans la caste des forgerons par exemple, on ne pouvait pas pratiquer d'autres activités en dehors de cette limitation. Voilà. Oui. Et dans quelle région se trouve ce rocher auquel ils extraient Ce rocher peut être retrouvé dans la partie sud-est du Sénégal, à Kédougou, mais également elle peut être retrouvée vers Bakel, la région du Fouta. La région de Saint-Louis de manière générale, mais
avant c'était l'empire du Fouta, et donc par rapport à la dispersion de cette population dans cette zone, la présence et cette limite géographique déterminée par cette ethnie est toujours présente. Donc on l'appelle le Fouta, mais c'est dans la région de Saint-Louis de manière générale. Oui, allons-y. Le fleuve est l'océan Atlantique. De plus, elle présente l'avantage de ne pas être inondable. Le nom d'Inde pourrait signifier réserve d'eau. Les marins portugais s'aventurent dans la zone depuis le XVe siècle et à partir du XVIIe siècle, les puissances européennes recherchent en Afrique des esclaves pour aller travailler dans leurs plantations en Amérique. Peu à peu, un commerce triangulaire se met en place entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Pour développer ces échanges, Hollandais, Anglais et Français décident de fonder des comptoirs sur les côtes d'Afrique occidentale. En 1659, le roi de France donne le monopole du commerce à la Compagnie du Cap-Vert et du Sénégal. Il envoie un agent, Louis Collier, créer un comptoir sur l'île de Bar. Les Français l'appellent Saint-Louis en l'honneur de Louis IX. Il s'agit du premier établissement européen en Afrique occidentale. Le royaume du Wallo, par son braque, Yérim Banik Aram Bakar, à qui appartient l'île, accepte la présence française en échange d'une contribution annuelle. À leur arrivée, les Français construisent le fort Saint-Louis à partir de 1664. Mais, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, il ne s'agit pas vraiment d'une structure militaire. Il s'agit en fait du siège commercial de la compagnie. On y installe des logements pour des directeurs et employés, une chapelle, une bibliothèque et des archives, ainsi que des magasins et des entrepôts. Les Européens achètent l'or, l'ivoire, le cuir, le sel et la gomme arabique. Cette dernière est très prisée en Europe pour la confiserie, les médicaments et la peinture. Mais les Européens s'intéressent surtout aux esclaves. Certains sont envoyés directement aux Amériques et d'autres confinés sur l'île dans des captiveries où ils sont traités de manière inhumaine. Qui habite à Saint-Louis au XVIIIe siècle? Des négociants français et métis, des fonctionnaires de la compagnie, des traitants africains, des employés locaux, des esclaves libres ou affranchis. Des mariages ont lieu entre Français et femmes africaines. C'est le temps des signares. Un grand nombre de traitants venus de l'intérieur des terres se rend ou s'établit à Saint-Louis. En échange des marchandises, les Européens leur apportent des armes, du tabac, des tissus et des pacotilles. Également, les pêcheurs vivent dans le quartier de Guetta, sur la langue de Barbarie. Ils vendent le fruit de leur pêche et se chargent aussi de transporter en pirogue personnes et marchandises du comptoir vers les grands bateaux restés au large à cause de la barre. Ce travail est effectué aussi par les habitants du village de Gandiol, au sud de l'île de Saint-Louis. Ces différents habitants forment une population hétérogène et leurs relations se limitent en général, à cette époque, au commerce. Après s'être vu disputer le contrôle de Saint-Louis par les Anglais, les Français s'y installent durablement en 1779. Un représentant du roi reste alors de manière permanente, le duc de Lausanne. À cette même époque, le comptoir reste modeste comparé au comptoir anglais et hollandais. En effet, contrairement à ces derniers, ouverts à la libre concurrence, seule une compagnie a le monopole de commerce, ce qui freine son expansion. Mais la situation change avec la suppression du monopole de commerce en 1791, puis avec l'abolition de l'esclavage en 1848. En 1854, le royaume du Wallo revendiquant ses droits sur Saint-Louis et le fleuve, les Français lancent des campagnes militaires. C'est le début de la colonisation. Plusieurs raisons font que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, se construit un nouveau Saint-Louis qui regarde vers l'avenir.
c'était la présentation que nous allons approfondir à travers les panneaux de l'exposition du centre d'interprétation. Flagrantes ou les plus, je dirais, les plus importantes de Saint-Louis, à savoir son pont. Le pont est une marque identitaire pour Saint-Louis parce que du point de vue économique et commercial, oui, sa particularité était que le pont en amont n'était pas un pont en métal comme vous le voyez actuellement et vous avez traversé le pont d'ailleurs. Voilà, le pont était entièrement fait en bois et sur des pilotis que vous pouvez apercevoir ici, avec des canoës pour la prise en compte de l'exploitation des voies navigables. Parce que Saint-Louis est entouré par l'eau, d'où son emplacement stratégique. Donc la circulation de ces marchandises était primordiale pour que l'île puisse être assez dynamique du point de vue commercial. Voilà. Mais avec la révolution industrielle, le pont en métal a été installé. Mais la prise en compte de cette importance de l'exploitation des voies navigables a été prise en compte. Raison pour laquelle le pont a la particularité d'être amovible. C'est-à-dire, jusqu'à présent, le pont peut s'ouvrir et se fermer en fonction de la navigation des bateaux. Si voilà, une date donnée, il est prévu que le Bou El Magdad, par exemple, le bateau que vous pourrez apercevoir sur la partie nord, doit traverser. On programme cette date pour que le pont s'ouvre ce jour précis. Voilà. Alors, on va continuer là. Alors, toujours dans cette dynamique coloniale d'occuper Saint-Louis, mais également d'exploiter Saint-Louis, il y avait une prise en compte de cet administrateur colonial des intérêts, mais également de la particularité de Saint-Louis. Parce qu'il y avait différentes communautés qui habitaient Saint-Louis et qui cohabitaient également à travers des activités de commerce et d'échange. Donc il y avait forcément des métissages et des brassages qui étaient faits. Voilà. Donc dans cette dynamique, l'administrateur colonial a prévu d'intégrer cette communauté locale dans des prises de décision à moindre mesure. Il y avait par exemple des grands commerçants et des groumettes. Les groumettes, c'était les femmes de ces commerçants. Voilà. Donc c'était des personnalités de haut rang parce qu'ils contribuaient au développement de l'île de Saint-Louis. Donc l'installation permanente a débuté, comme vous l'avez vu tout à l'heure, en 1854. En 54, avec la bataille qui a opposé les Français avec Yérim Mbagnick Aram Bakar. Parce que dans le Waalo, avant, les Français payaient de l'impôt pour s'installer sur Saint-Louis. Il y avait l'impôt qui était payé. Mais avec la revendication de l'Empire du Waalo de ses droits sur l'île de Saint-Louis, les Français sont opposés pour mieux mettre en valeur, pour mieux faire usage de ce qu'ils considèrent comme leur bien, c'est-à-dire Saint-Louis. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux économiques par rapport à l'occupation de Saint-Louis. Mais de l'autre sens, il y avait également des cohabitations harmonieuses qui se faisaient. Parce que, par exemple, la naissance des signards. Les signards, c'est comment on les appelle déjà, les mulâtresses, les métisses. Voilà. Parce qu'elles étaient issues souvent de mariages entre des Français et des femmes de la communauté locale. Voilà. Donc, suite à ces mariages, il y avait les signards qui pouvaient être des hommes comme des femmes, hein, et qui participaient également à la gestion de Saint-Louis. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a très souvent les premiers maires qui étaient des métis. Parce qu'ils contribuaient également à une gestion qui soit un peu plus représentative de Saint-Louis. Donc, chacun puisse se retrouver dans cette gestion parce que chaque communauté va considérer la personne qui est en charge de l'exécution de certaines activités, comme les maires par exemple, comme faisant un peu partie ou à moitié partie de sa communauté, parce qu'ils étaient des métis. Elle, de manière générale, parce qu'il y avait plus souvent les signes qui étaient reconnus que les autres. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, il y avait également des enjeux militaires, parce que notamment pour exploiter les ressources, il fallait avoir une certaine mainmise sur de grands territoires. C'est pourquoi il y avait des campagnes d'exploration sur l'étendue du territoire. Mais pour pouvoir faire cela, il y avait des difficultés pour certains Français, par exemple, qui ne connaissaient pas l'Afrique
de venir. Donc en ses débuts, il y avait par exemple pour renforcer les troupes, le recrutement des tirailleurs, les premiers tirailleurs et les spahis. La différence entre les tirailleurs et les spahis est que les tirailleurs ne disposent pas de cheval, alors que les spahis, un peu plus gradés, en disposaient. Donc, ils ont été recrutés pour un peu participer à cette mission d'exploration et d'exploitation, si je puis dire. Voilà. Donc, dans ces campagnes, il y avait par exemple des campagnes qui visaient à explorer le Sénégal, mais au-delà également. Par exemple, au Madagascar, des Sénégalais ont participé, par exemple, à l'occupation de ces territoires. Ça s'est passé, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est pour dire que les Sénégalais même participaient parfois à ces missions colonisatrices. Voilà. Même avec la communalisation, c'est-à-dire la création des 4 premières communes, qui étaient Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis, ils avaient davantage d'obligations de le faire, notamment du fait qu'ils étaient de fait des Français. Parce qu'ils étaient nés dans ces 4 communes, les 4 premières communes. Ils avaient la nationalité française. Donc, davantage d'obligations d'exécuter cette mission, parce que bénéficiant du statut ou de la nationalité française. Voilà. Vous voyez ça, il y a... Tout à l'heure, on a parlé de l'exportation des ressources. Il y avait l'arachide, la gomme arabique, il y avait également d'autres produits plus rares, par exemple, comme l'ivoire, les cires d'abeille. Le sel était un peu disponible par rapport à ça. Donc, toutes ces ressources étaient exportées à travers des quais qui ont été installés pour que les bateaux puissent plus facilement accoster. Donc l'exportation était faite de manière récurrente. Mais la population également a un peu réfléchi sur des moyens d'adapter, par exemple, ces activités par rapport aux ressources ou aux matériaux disponibles. C'est-à-dire, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez ici? Ça permettait aux Français d'acheminer du matériel pour la construction des chemins de fer. Par exemple, le chemin de fer de Dakar à Saint-Louis. Mais il y avait la nécessité d'un habitat. Parce que pour les travailleurs qui quittaient Saint-Louis pour aller jusqu'à Dakar en suivant l'itinéraire du chemin de fer, il fallait avoir un habitat. Donc la population s'est inspirée un peu de ces caisses en bois pour créer une nouvelle forme d'architecture appelée les maisons en baraque. Oui, les maisons en baraque avaient la particularité d'être un peu plus résistantes et d'être un peu déplaçables. Donc au fil du travail, les ouvriers pouvaient déplacer leur maison parce que c'était un peu plus léger et c'était plus dur que les maisons en paillotte qui étaient traditionnellement construites. Voilà. Il y avait également des communautés autochtones, des communautés locales, je ne dirais pas autochtones, qui étaient ici, par exemple les Lébous de Gendar, qui également participaient à cette éclosion socio-économique de Saint-Louis. Parce qu'avec leurs pirogues, notamment je le dirais, ils sont des professionnels des voies navigables et de la pêche, permettaient le déplacement de certaines marchandises avec leurs pirogues. Voilà, parce que Saint-Louis n'avait pas encore de pont. Voilà, donc, oui. J'ai une question. Protège ma pirogue. Oui. C'est La génie protectrice des eaux. C'est la divinité. Ouais. Elle est considérée comme la génie protectrice. Voilà. C'est comme les totems. De Kumba Castel, voilà. De Rufisque, on parle de Mam Kumba Lambay. Ici, on parle de Mam Kumba Bang. Et cette perception est incluse dans la religion musulmane aussi? Non, à moindre mesure, on dirait l'islam noir. On dirait l'islam noir. Parce que l'islam vient, mais trouve des valeurs culturelles qui étaient présentes déjà. Donc, cette culture est exprimée même à travers cette religion. Voilà. On peut être parfois à partie musulman, on peut être musulman et faire des pratiques parfois animistes. Alors ici, on aborde un peu l'aspect immatériel. Alors, tout ce que vous voyez ici, c'est des objets matériels qui en fait reflètent une immatérialité. Le patrimoine immatériel de manière générale, qui se définit comme l'ensemble des connaissances, des croyances, des pratiques, des savoir-faire, ainsi que des éléments auxquels la population concernée se reconnaît. Voilà. Donc, par exemple,
ça, c'est comme voilà, le violon. On l'appelle le khalam. Non, le riti. Le riti, on appelle le riti. Voilà, c'est les peuls. Donc c'est fait avec du crin de cheval. La queue du cheval, c'est ce que vous voyez ici. Il faut une certaine connaissance. Donc c'est un peu la relation entre le matériel et l'immatériel. Souvent on dissocie le matériel au bénéfice on dissocie l'immatériel au bénéfice du matériel, mais les deux sont liés. Parce que dans toute matérialité ou dans toute confection, il y a en amont une réflexion ou une connaissance qui est derrière et qui a permis la mise en œuvre de cet outil ou bien de cette pratique. Voilà. Donc ça c'est un faux lion. On l'appelle le faux lion parce qu'il est censé se déguiser comme un lion. Oui. Et il sortait souvent par... Hein? Comment? Il a une faute de pas ou quelque chose un peu... Oui. Vous voyez les motifs? Oui. Voilà. C'était pour la décoration. Souvent, il se déguise en lion où il y a des traits de léopard, mais c'était un félin. Il se déguisait en félin, mais on l'appelle le faux lion. Le simbogaïne en Wolof. Voilà. Donc, souvent, il sortait pendant des occasions de festivités pour parfois faire peur aux enfants et leur rappeler que le lion, par exemple, c'est le roi de la savane. Voilà. C'est pourquoi le lion est assez important dans notre tradition et dans notre culture. Là-bas, vous avez le fanal, qui n'est d'ailleurs plus organisé de manière mais plus souvent organisé, je dirais, mais qui permettait un peu de redynamiser la population locale et de la faire engager sur les questions liées à la cohésion, par exemple. Parce que le fanal, c'était des chefs-d'œuvre qui étaient créés par des quartiers. Par exemple, on disait au quartier tel, vous allez faire votre chef-d'œuvre, au quartier tel, vous allez faire votre chef-d'œuvre. Et au jour de l'activité, on présente tous les chefs-d'œuvre pour savoir qui a fait le chef-d'œuvre le plus parfait. Voilà. Ce sera, voilà, c'est ça. Et des deux côtés, on aborde la religion, qui est également un patrimoine immatériel. Là-bas, on aborde un peu la religion islamique et ici, la religion chrétienne. Donc, pour dire que ces deux religions ont toujours cohabité de manière harmonieuse. Voilà. En tout cas, à Saint-Louis. À Saint-Louis, c'était ça. Voilà. C'est pourquoi vous pourrez voir sur la partie nord qu'il y a une mosquée avec une cloche. Oui. La mosquée. Voilà. Donc, parce que l'administrateur colonial avait parfois des difficultés par rapport à l'appel du muezzin qui se faisait le matin. Et ils ont sollicité la population locale pour leur dire qu'il serait plus adapté d'utiliser la cloche. Et la population a accepté de bon gré ou par force. Mais on peut également comprendre cette administration qui a également permis l'installation du tribunal musulman, alors que l'administration était gérée par les Européens. Mais c'était un peu pour le respect de la population musulmane qui se trouvait ici à Saint-Louis. Donc un peu pour dire que ces deux religions ont toujours cohabité à Saint-Louis de manière harmonieuse. Et ce qui se pérennise toujours. L'hospitalité, qui est une marque identitaire pour les Sénégalais. Et ici, je vous parlais tout à l'heure des maisons en baraque. Ça, c'est une maison en baraque, mais qui est différente des autres maisons parce que c'était une maison fixe. Ce qui nous permet de le savoir, c'est les tuiles qui sont en haut. Voilà. Parfois, sur la partie nord, vous pourrez voir ces maisons-là qui sont des baraques fixes. Mais, vous voyez, dans le cadre de ces travaux de chemin de fer, il y avait des trains qui étaient, des maisons en baraque qui étaient construites, mais également des puits qui étaient construits tout au long du chemin de fer. Voilà. C'était un peu pour prendre en compte les besoins de première nécessité pour les travailleurs. Gastronomique, le patrimoine gastronomique, comme vous le savez, le Thiaboudjian a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial immatériel, la liste du patrimoine mondial. Donc, le Thiaboudjian, le plat national, est donc introduit dans le registre du patrimoine et donc considéré comme quelque chose d'universellement partagé. Voilà. Et ici, on a des outils de cuisine, par exemple, on a par exemple ça, et ça, c'est pas la calebasse. La calebasse, par exemple, voilà, c'est ça. Et la différence, c'est que ça a été taillé dans le bois. Voilà.
Et c'est fait par les laubins, on les appelle les laubins. C'est les artisans, quoi. Voilà. S'il vous plaît, c'est une peule. Oui. Quel est le lien entre les peuls et les bambara et les Wolof? Les Peuls et les Wolofs. On partage un même territoire. Et du point de vue également des terroirs, parce que vous savez, il y a une différence entre les terroirs et les territoires qui ont été d'ailleurs plus récemment établis, les territoires. Mais les territoires. C'est le Jolof. 50% de Wolof. Donc au Sénégal, c'est pourquoi on n'a pas de difficulté par rapport aux ethnies. Parce que même s'il y a une délimitation géographique qui a été mise en place par les Français, il y avait déjà une cohabitation de ces différentes communautés avant que cette limite ne soit délimitée. C'est la partie des signards. Ça, c'est le bureau d'une signard. Bureau de signard. Oui, les métis dont je vous parlais tout à l'heure. Oui. De Señora, oui, effectivement. Madame, Señora. Voilà, donc elle s'habillait comme ça, avec de grands chapeaux et de grandes robes, comme celle-là, en soie taffetas. Ouais, elle faisait de grande taille. Vous voyez? Une dame pour mesurer. Vous voyez, elles étaient de grande taille. Voilà. Et derrière là-bas, vous avez l'architecture que normalement vous avez, qui vous a tapé à l'œil à Saint-Louis, avec les grandes ouvertures. Voilà. Ce qui est caractéristique de l'île de Saint-Louis, parce que c'est ce qu'on appelle l'architecture des îles, qui se caractérise par les ouvertures qui sont en grand nombre et qui sont de grande taille. C'était pour des besoins de rafraîchissement, un peu pour rafraîchir l'espace, parce que les Occidentaux avaient souvent plus de difficultés à supporter la chaleur par rapport aux locaux. Il y a même ça à Madagascar, à Mississippi. Effectivement. L'architecture des îles, avec les balcons légers, souvent faits de fer forgé ou bien de matériaux légers. Des familles françaises qui côtoyaient des familles locales. On appelle de vivre ensemble. De vivre ensemble, oui, à moindre mesure. Cher au Cameroun. Oui. C'est qui les Portugais qui sont ici? C'est des gens qui viennent du Portugal ou qui viennent Oui. d'autres... Non, parce que les Portugais étaient venus plus tôt que les Français. Avant les Français. Voilà. Les Portugais, c'était les premiers explorateurs d'ailleurs. Hein. Ils ont fait beaucoup de terrain. Bien avant les Français. Bien avant les Français. Il y a des Hollandais. Les Hollandais, qui voilà. sont arrivés sur Qui sont arrivés et qui ont fait d'ailleurs les premières cartes. Les premières cartes à partir desquelles se sont inspirés les autres explorateurs, les autres navigateurs. Donc ça, c'est une maison basse qui peut se reconnaître facilement par cet aspect direct qui est seulement en rez-de-chaussée. Les maisons qui étaient seulement en rez-de-chaussée. Il y avait des maisons basses à véranda et des maisons basses à double pente. Oui. Et vous les retrouvez souvent sur la partie sud de l'île. Par rapport à l'éducation également, il y a l'éducation islamique, l'éducation qui est toujours pérennisée à Saint-Louis et qui se manifeste avec notamment, voilà. la mosquée, parce que j'ai eu des appellants. Effectivement, c'est ça. Quand vous circulez sur Saint-Louis pendant les heures allant de 17 par exemple à 22 heures, vous allez voir que il y a des personnes qui se trouvent en dessous des lampes et qui lisent le Coran. Voilà. Donc ça nous montre un peu l'ancrage de l'islam, voilà, de la religion sur Saint-Louis. Malgré l'implantation des Occidentaux et tout, voilà, la religion islamique a toujours persisté. Donc c'est pourquoi Saint-Louis est un pôle d'excellence pour les études islamiques et les études coraniques. Oui. De ce côté, vous avez l'école des otages ou l'école des fils de chefs. Donc cette école recueillait des fils de chefs et des fils de rois sur la contrainte des grands dignitaires, des grands administrateurs français. Oui. Parce que les rois en cette période avaient l'obligation de mettre leurs enfants dans cette école sous peine de sanctions souvent. Et ça permettait aux Français d'avoir un peu une mainmise sur ce que font ces rois. Et voilà.
et vont savoir que ces rois ne vont pas se rebeller, ne vont pas se retourner contre eux parce que leur fils déjà est à leur possession. Voilà, mais c'est pourquoi quand on veut faire quelque chose, parfois on veut faire quelque chose pour contraindre la personne sans savoir qu'on peut bénéficier à la personne des choses qu'on ignore ou dont on ne s'attendait pas. Par exemple, il y a des grandes personnes, des grands écrivains qui sont issus de cette école, comme Yoro Diaw Bolimboj, qui fut le premier à écrire sur l'histoire du Kayor. Oui. Donc il y a un peu une partie très négative de cette école, mais sans le vouloir ou en le voulant, ils ont un peu formé les premiers historiens, je dirais entre guillemets, ou les premiers écrivains sénégalais. On appelle le Wolofal. Le Wolofal. Ici, ça se fait. On utilise l'arabe pour écrire le Wolof. Mais on ne l'appelle pas comme ça, mais on utilise l'arabe, par exemple, pour écrire le Wolof. Oui. Il y a une phonétique bien particulière. Et même en français, il y a une écriture en Wolof. Oui. Par exemple, quand on écrit Tchèboudjan, parfois vous voyez que le Tchèboudjan est écrit avec un C. Un C à la place d'un TH. Normalement, en français, on écrit TH, Tchèboudjan. Mais pour écrire ça en bon Wolof, on l'écrit avec un C. Oui. Ça, c'est la phonétique qui permet un peu de déterminer cela. C'est la photo du siècle. C'est la pose du siècle. Alors, non, c'est pas le programme, mais la langue locale. Voilà. Alors derrière vous, vous avez les figures emblématiques par rapport à la résistance. Parce que tout ce qui a été fait n'a pas été accepté globalement par la population locale. Il y a des résistants qui se sont identifiés et qui se sont distingués à travers notamment de grandes batailles. Par exemple, chez Omar Foutiyou Tall, comme figure, comme homme. Par exemple, Ndaté Mbodj, comme figure féminine. Ladjor, c'était dans le Kayor, oui. Et également, elle s'est bien distinguée. Hein? Ladjor Ngone Latir Diop. Il fut l'un des derniers rois, hein, parmi les derniers rois du Kayor. Ça, c'est une représentation un peu des communautés qu'on peut retrouver au Sénégal. Tout à l'heure, on parlait de la répartition des communautés. Ici, on a la cartographie, par exemple, de la répartition de ces ethnies sur l'étendue du territoire. Voilà. Vous avez les tout couleurs qui sont sur la partie Fouta Toro, qui était l'ancien royaume du Fouta Toro. Oui. Voilà, c'était l'ancien royaume du Fouta Toro. Il y avait également le royaume du Jolof. C'est pas au Mali? Non. Vous voyez, le Mali et le Sénégal ont partagé beaucoup de royaumes. Ont englobé le Sénégal et la Mauritanie. Ici, le royaume de Ladjor, c'était ici. Le royaume du Kayor. Hein? Oui. Le royaume du Kayor. Mais on constate que les Wolofs sont dessus sur toutes ces communautés. Oui. Parce que la langue Wolof remonte déjà à l'Égypte antique, selon les théories de Cheikh Anta Diop. Voilà. Donc, c'est pourquoi dans toutes les langues au Sénégal, vous retrouverez le Wolof. Voilà. Parce que le Wolof est une langue assez ancienne. Et également, vous voyez, tous ces royaumes-là étaient dans le royaume du Jolof. Ça, il y avait un grand royaume du Jolof avant. Et c'est avec la révolution du Kayor que ce royaume a été démantelé. Voilà. Il y a les Sérères au Sénégal, il y a les Bambara. Les Bambara sont plus pêcheurs? Non, les Bambara, c'est ceux qui viennent du Mali.
Souvent, ils viennent du Mali, oui. Et les Sarkholais viennent du Mali. Mais c'était les grands commerçants. Les Sérères, c'est sur cette partie-là. Partie du Sine Saloum. Oui. Mais ils sont originaires du Fouta. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que les ethnies ont souvent partagé des royaumes. Ils viennent du Fouta, mais ils ont passé beaucoup de temps sur la partie Sine Saloum. C'est pourquoi, au niveau de la langue, vous retrouverez les mêmes mots, par exemple, dans le Wolof, dans le Serer, dans le Pulaar. Il y a les tout couleurs également. Ça, c'est. Ouais, ça, pour moi, ça c'est créole. Hein? Les tout couleurs, oui. Ça vient de ça, tout couleur. C'est plutôt. Au Madagascar, ça existe? Ah bon? Je savais pas. Hein? Les Wolofs, oui. Toujours bien sapé, hein? Il y a également les Peuls. Et autres communautés minoritaires qu'on n'a pas illustrées. Alors, ici, on a l'exploitation des ressources sur la carte de Dandemayo, de la vallée du fleuve Sénégal. Alors ici, ça nous permet un peu, c'est surtout pour les enfants, pour qu'ils puissent comprendre que sur toute la vallée du fleuve Sénégal, c'était ici que l'exploitation de l'ivoire était faite. Oui, l'ivoire. Parce que morphile, ça vient de morphilène qui veut dire éléphant. Par exemple, ici, Podor, ça vient de peau d'or. Vous comprenez? Peau d'or, oui. Peau d'or. Voilà. Maintenant, on dit Podor, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup d'or qui était exploité là-bas. On l'appelait peau d'or. Comme un pot d'or, quoi. C'est une représentation de l'or. Oui. C'est de l'or? Oui, vous voulez en avoir? C'est de l'or, ça? Oui, c'est de l'or, vous voulez? Oui. Elle dit continuellement. Hein. Parce qu'un Camerounais, si vous donnez toute la maison, il va trouver une façon pour amener ça comme arabique. La gomme, voilà. La cire, Voilà. je vois la cire. Ah, ça c'est la gomme. La gomme arabique est là. Au niveau de la pharmacie aussi. Oui, la Même confiserie. les tasses de thé, Mhm. on peut les fabriquer avec ce produit. Avec ça. Mhm. Et c'est utilisé. Vraiment, Oui. Même dans la confiserie, c'est utilisé. voilà. Je veux voir la cire là. Je vais prendre Le site naturel sur Saint-Louis. Si vous voulez faire la visite, si vous avez du temps. Oui. Ah, là on est sur l'île.
ciao.